c'est reparti. C'est reparti pour la dernière table ronde avant la keynote de Michel-Édouard Leclerc, que j'imagine vous attendez également. Notre table ronde, cette table ronde est sur mon sujet de prédilection, le e-commerce, et c'est d'ailleurs le sujet de prédilection de l'événement, entre autres. Je vais demander à nos intervenants, nos speakers, de venir me rejoindre sur scène, à savoir Pierre Guillonin, Aïda Fèvre et George Yates. Alors, le e-commerce, on en a beaucoup entendu parler ces 2 dernières années. On se disait la croissance, elle va être stable, ça va être du 10% par an. Et puis, le Covid est arrivé, comme un énorme booster du e-commerce, qui a un petit peu changé la donne. Certains disent qu'on a fait un coup d'accélération de 4 ans, en quelques mois. Et donc, on va essayer de décrypter un petit peu ce qui s'est passé. Et je vais inviter tout à l'heure quelqu'un à nous rejoindre pour nous présenter tout ça. Mais déjà, je vais vous demander à tous les trois de vous présenter rapidement, dire qui vous êtes et chez qui vous travaillez. Aïda. Je suis la seule fille, encore une fois. Je commence. Aïda Fèvre, j'ai l'immense plaisir de diriger la France pour ClearPay. ClearPay, c'est tout nouveau en France, mais ça fait partie d'un grand groupe australien d'origine. On fait du paiement fractionné, mais pas que. Je reviendrai dessus plus tard. Et dans le monde, quelques chiffres, on est dans 8 pays, de l'Australie jusqu'en Europe, 20 millions d'utilisateurs, plus de 100 000 marchands partenaires. Georges. Donc, bonjour, Georges Yates, Back Market, responsable pour les partenariats stratégiques. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Back Market, c'est la plateforme marketplace pure player, leader mondial dans le domaine des produits électriques, électroniques reconditionnés. Ce qui est aussi important de souligner, c'est qu'on a une mission écologique forte que nous portons au quotidien, qui est de réduire les déchets électroniques à l'échelle mondiale en prolongeant la vie utile des produits électriques et plus particulièrement en faisant en sorte que les consommateurs, dans leurs décisions d'achat, que ce soit d'un ordinateur, smartphone ou d'un produit petit électroménager, quel qu'il soit, qu'il n'y ait aucune raison factuelle pour ne pas acheter un produit reconditionné. Donc, c'est rendre cette décision une évidence. Quelques chiffres par rapport à Back Market. Donc, on célèbre nos 7 ans il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on est dans 16 pays. 13 en Europe et sinon aux États-Unis et au UK et au Japon. Oui, le UK, c'est plus en Europe. Et sinon, en ce qui concerne notre chiffre d'affaires, GMV, on est sur un revenue run rate d'à peu près 1,5 milliard de dollars. Merci. Alors Pierre. Moi, j'ai vraiment l'impression de le petit pousset de la bande, parce que je n'ai que 18 mois et j'ai 7 mois en France, donc effectivement, je suis encore tout petit. Je suis le directeur général de Gorillas France, Pierre Guillonin. De Gorillas, qu'est-ce que c'est? Gorillas est le leader européen, et leader français de la livraison de courses alimentaires ultra rapides à domicile. C'est une jeune société née pendant la crise du Covid à Berlin et qui, en quelques mois, s'est imposée vraiment comme leader sur son marché, qui a pour vocation à vraiment transformer la façon dont le consommateur fait ses courses, en ayant une consommation qu'on dit à la demande. Ça veut dire que c'est la société, c'est Gorillas, qui va vers son client en le livrant à domicile et dans un temps qui est record, ce qui permet une consommation plus raisonnée, mais aussi à la demande. Voilà. Eh bien, merci. Et je vais demander à Nicolas Chevalier de nous rejoindre pour notre introduction aux chiffres de l'année. Bonjour à tous. Alors Nicolas, dis-nous un petit peu qui tu es, e-commerce nation, et puis on va passer aux chiffres. Un vrai plaisir
d'être parmi vous. Merci Michel de l'invitation pour vous partager cette courte introduction. Je vous ai préparé quelques chiffres pour mettre en contexte un peu le e-commerce. On a parlé pas mal de retail toute cette journée. Donc voilà, on a cette très belle table ronde avec pas mal d'éléments sur le e-commerce qu'on va découvrir ensemble. Donc, c'est une petite parenthèse. Moi, je suis le fondateur d'e-commerce Nation. Je suis l'explorateur en chef de la nation du e-commerce. Et donc, ensemble, on va explorer l'espace de quelques minutes le e-commerce et cette nation. Déjà, le e-commerce, ça a extrêmement évolué. On le sait sur les précédentes années, avant Covid, forte explosion. On voit sur les chiffres déjà de la population qui utilise Internet, il y avait 83% de la population. Si on regarde un peu nos voisins, maintenant, post-Covid, on est plus sur un taux de 90% d'internautes. Donc déjà, l'accès à Internet, que ce soit sur l'ensemble du territoire, a énormément progressé. Donc ça, c'est le premier contexte. C'est dès lors qu'on a accès à Internet, on va pouvoir avoir accès au e-commerce. Et donc l'usage des technologies, la propagation de ce moyen de communication est d'autant plus important sur notre territoire. Deuxième élément, après, c'était d'observer. On s'est dit, les comportements vont évoluer. Il y a énormément de Français qui ont par exemple réalisé qu'il existait des drives, que c'était possible d'acheter en drive. Donc il y a eu de nouveaux comportements qui sont mis en place. Et là, on commence à voir l'impact, notamment avec les chiffres de la FEVAD. Si on regarde sur le premier trimestre, on a une très forte croissance, pratiquement plus 15%, donc qui montre cette accélération vers le e-commerce. Et on juge que ça va se maintenir dans ce sens-là sur les prochains trimestres et les prochaines années. Autre élément, ce qui m'a paru aussi essentiel de vous partager, c'est de voir un petit peu les acteurs au cœur du marché. Justement, dans la table ronde, on a de nombreux acteurs qui ont vu le jour ces dernières années. Et donc, le milieu du e-commerce bouge et est extrêmement volatile. Dans ce top 10, vous retrouvez notamment des acteurs comme Vinted, qui proposent des nouveaux services, mais aussi de nombreux retailers qui sont là aujourd'hui et qui considèrent le e-commerce comme un axe de développement. Notre travail, on vous a listé énormément de data, vous pourrez retrouver également sur notre site e-commerce Nation. Et donc on a fait ce travail-là d'analyse sur le top 100 e-commerce et on a analysé par secteur leur capacité d'acquisition, comment ils se développent à travers le référencement naturel, le trafic direct, la publicité. Et donc on a sorti des chiffres et donc on retrouve des leviers vraiment cruciaux comme le référencement naturel, qui a un coût d'acquisition le plus faible pour les sites e-commerce, et puis le trafic direct, ce qui veut dire que la notoriété, le développement de la marque est essentiel aussi pour ces acteurs pure players et aussi retailers. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, découvrir un petit peu plus les coulisses de ce top 100 des top acteurs, je vous invite à découvrir notre top 100 sur e-commerce Nation. Et puis, je pense que la table ronde va aller un peu plus en profondeur sur les différentes tendances et les différents enjeux. Merci à vous. Merci Nicolas. Abonnez-vous à la newsletter e-commerce Nation. Merci. Alors on va reprendre un petit peu. Donc effectivement, vous avez vu les chiffres, ça parle de tout seul. Un e-commerce qui a été boosté par la crise, des pure players qui ont gagné des parts de marché, et des acteurs du multicanal qui ont, pour certains, plus ou moins bien limité la casse, on va dire. Certains ont fait mieux dans certains secteurs comme le bricolage. On a vu des gains assez importants. Évidemment, le confinement a donné lieu à beaucoup de bricoleurs. Mais aussi grâce aussi à l'intégration avec les magasins. Parce que ceux qui avaient déjà pris de l'avance sur l'omnicanalité, qui avaient mis en place le click and collect ou le drive ou des choses comme ça, on avait une longueur d'avance aussi. Il n'en reste pas moins que l'efficience, l'agilité, la vitesse, c'est souvent propre aux pure players. Et la seconde main, le quick commerce, les applications de shopping, 3 modèles vraiment rupturistes qui sont représentés ce soir. Ils viennent un petit peu ajouter leur nouvelle pierre à l'édifice du e-commerce finalement, avec des modèles qui sont encore pas forcément adoptés par tous, mais qui sont en train de transformer un peu plus nos manières de consommer. Alors, je vais commencer avec Pierre, justement sur les manières de consommer, le quick commerce, on parle beaucoup de ça. La livraison en 10 minutes, plus vite que vous, c'est votre slogan. Et comment est-ce que c'est possible ? Alors,
Comment est-ce que c'est possible? Je vais vous ouvrir un Comment petit ça peu, marche effectivement, lever un petit peu le rideau sur peut-être le mythe du quick commerce. Mais d'abord, pour revenir sur ce que tu disais, ce qui est extrêmement important, c'est que le quick commerce, effectivement, est né pendant la crise, mais finalement, c'est le résultat, c'est le catalyseur d'une évolution dans les comportements d'achat qui existe depuis beaucoup plus longtemps et qui a été effectivement accélérée par des grandes sociétés d'e-commerce qui maintenant, qui chaque année ont élevé un peu plus le niveau en termes d'expérience client, mais aussi via des plateformes de livraison, notamment alimentaires, qui ont fait en sorte que consommer via son smartphone avec des délais courts est devenu une habitude chez beaucoup d'entre nous. Donc effectivement, le quick commerce est né il y a à peu près 1 an et demi maintenant. C'est un marché qui est en pleine expansion en France. On a plus de 9 acteurs qui sont spécialisés sur ce marché, qui sont nés depuis le mois de janvier, donc il y en a à peu près un par mois qui est sorti, et qui proposent cette livraison en 10 minutes, 10-15 minutes maximum. Comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. La particularité d'un quick commerçant, la particularité de Gorillaz, c'est de pouvoir, sous son enseigne, héberger 3 métiers, rassembler les 3 piliers qui font que le client peut être livré de façon si rapide. Le premier, c'est que nous sommes un métier de commerçant. Donc on achète de la marchandise que l'on va revendre à nos clients via une application sur laquelle vous retrouvez à peu près 2000 à 2500 références qui sont les produits du quotidien que vous pourrez consommer. Donc au-delà de ce métier de commerçant, le deuxième, c'est que nous sommes des logisticiens. Et comment est-ce qu'on fait pour respecter ces 10 minutes? C'est simple, on installe des magasins qui sont des magasins particuliers, puisqu'ils ne reçoivent pas de clients, dans lesquels ces 2000 références sont stockées et dans lesquelles les commandes sont préparées une fois qu'elles sont passées sur l'application. Une fois que cette commande est préparée, elle est livrée à domicile, dans un rayon d'à peu près 2 km, autour de ce magasin, avec une flotte de livreurs qu'on appelle chez nous des riders et qui ont la particularité d'être effectivement des employés, des salariés de la société en CDI, et qui vont, depuis ce magasin, vous livrer au pas de la porte, avec le sourire, en se présentant, en vous remettant votre sac de courses et en reconstruisant un peu ce que le monde de la livraison des 5 dernières années a un peu déconstruit, qui est le rapport entre le livreur et son client. Donc effectivement, 10 minutes dans le temps imparti, c'est finalement beaucoup, mais Gorillaz a réussi vraiment sur cette dernière année et demie à développer vraiment une expertise qui lui permet aujourd'hui de respecter ces minutes, mais dans un calme et une sérénité, une sécurité aussi pour nos équipes qui est totale. On a un matériel effectivement haut de gamme qu'on met à disposition des salariés. Ça, c'est les vélos? Effectivement, des vélos électriques qui aussi permettent d'avoir un impact sur l'environnement qui est beaucoup plus léger et de donner les meilleures conditions pour nos salariés. Alors c'est vrai que j'ai pu comparer. En fait, on est allé en Chine il y a 2 ans, avant le Covid, faire une learning expédition. On avait vu les magasins d'Alibaba, les fameux Fresh Hippo. Et comment, effectivement, il y a aussi cette logique de livraison. Alors, on n'est pas sur 10 minutes, mais on est sur une garantie d'1 demi-heure. Mais ils courent dans le magasin, quasiment, pour aller chercher les produits, les mettre dans les sacs qui circulent au plafond. Chez Gorillaz, on ne court pas. Et puis, ce que j'ai remarqué qui était assez étonnant, c'est que même toi, Pierre, tu fais des livraisons. C'est la culture d'entreprise, ça. Alors, c'est vrai qu'on ne court pas parce qu'on a un système d'organisation qui est très particulier à Gorillaz et qui nous permet effectivement de préparer des commandes jusqu'à peu près 100 € dans des délais qui sont inférieurs à 4 minutes. Donc ça, on a développé un vrai savoir-faire là-dessus. Mais l'autre particularité dont tu parles et qui est extrêmement important, c'est que ma mission aussi, c'est de rétablir ce lien social, je disais, entre le livreur, nos riders et son client, et que pour connaître son client, il n'y a rien de mieux que d'aller le livrer. Effectivement, je suis en service régulièrement pour aller les rencontrer. Ouais. Alors, je continue sur le client, justement, et après, on passera la parole un petit peu autour. Mais est-ce qu'on est dans la réponse à un besoin réel ou est-ce qu'on est dans la création, finalement, d'un nouveau comportement? Parce que se faire livrer des courses en 10 minutes, on peut se poser la question de est-ce bien nécessaire? Alors, la vocation de Gorillaz, c'est de rendre du temps à ses clients. Aujourd'hui, tous, vous passez en moyenne 1h30 par semaine dans la queue d'un supermarché ou sur la route pour aller vous rendre vers un supermarché. La vocation de Gorillaz, c'est de faire en sorte que vous déléguiez cette responsabilité et pendant ce temps-là, vous pouvez consacrer votre temps à des choses plus utiles, passer du temps en famille ou avec des copains. Ce comportement, ce niveau de service, il n'était pas possible jusqu'à présent. Les retailers n'étaient pas capables de le mettre en place pour des raisons technologiques, pour des raisons de moyens, pour des raisons de connaissances. Et effectivement, aujourd'hui, Gorillaz, grâce à ces 3 métiers qu'on rassemble sous notre enseigne, permet de créer ce nouveau marché. Donc c'est un nouveau marché, effectivement, il faut nous faire connaître. Mais une fois que le client a testé, c'est un service qui peut complètement déléguer à Gorillaz.
Et le besoin de 10 minutes, c'est un besoin réel, c'est l'urgence ou c'est... Alors, l'instantanéité, c'est une chose, mais ce qu'il faut retenir derrière, c'est le temps imparti qu'on va rendre au client, en échange duquel, effectivement, il peut faire énormément de choses. Je le vois particulièrement quand je livre, je sais pas, par exemple, le matin, un petit-déj à une famille alors qu'il pleut, et ben, je pense qu'ils sont très contents de ne pas sortir sous la pluie pour aller acheter des baguettes et du jus d'orange. S'ils peuvent nous le déléguer, moi, je suis ravi de me présenter à leur porte et de voir leur livrer dans un temps extrêmement court. Oui, le petit-déj, ça je vois le use case pour moi. Très bien. Alors, Georges, passer à Back Market. En quoi est-ce que Back Market dépasse le simple phénomène des produits d'occasion? Parce que il y a une partie qui sont des produits retravaillés. Qu'est-ce que vous faites concrètement chez Back Market? Et d'où viennent les produits? D'accord. Donc, beaucoup de questions, mais la première question par rapport aux produits d'occasion. Donc, chez Back Market, il y a une distinction, on parle de produits reconditionnés. Et justement, avant Back Market, les consommateurs, quand ils allaient acheter des produits non neufs, ils achetaient des produits d'occasion, généralement sur des plateformes telles que Le Bon Coin ou eBay. Et c'est généralement des transactions particulier à particulier. Donc, puisqu'on a beaucoup parlé de la seconde main ce matin avec la Reboucle et la Redoute et d'autres initiatives comme ça. Là, on est dans le reconditionné, c'est quand même quelque chose. Exactement. Voilà. Donc, en fait, ce que nous, on veut faire, si on veut rendre l'achat d'un produit reconditionné une évidence, il faut qu'on élève l'expérience cliente. D'accord ? Et qu'on offre des garanties. Donc, c'est ce qui est le cas sur Back Market. Donc, nous, sur Back Market, on imite et on essaie d'améliorer le parcours client vis-à-vis du neuf. Ça, c'est notre référence. Ça, c'est notre North Star. Et de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour le dépasser quasiment. Donc, l'occasion, pour nous, c'est vraiment un point de référence. Concrètement, chez Back Market, qu'est-ce qu'on fait? Notre job, c'est de se focaliser sur la qualité. Donc, si on va convertir un maximum de clients à acheter du reconditionné, il faut qu'on ait premièrement des marchands de qualité. D'accord? Donc, il faut qu'on structure un supply de qualité via des marchands de qualité qu'on sélectionne rigoureusement et qu'on moniteur leur performance sur des KPI de qualité très rigoureux et très précis pour s'assurer qu'ils sont toujours en train d'exécuter des commandes et d'avoir des interactions avec les clients qui sont à nos niveaux. D'accord ? Première chose. Et après, l'autre chose qu'on doit faire, c'est on doit informer l'écosystème au sens large des bienfaits de vendre des produits reconditionnés, d'accord ? Et deuxièmement, de les acheter. Donc, c'est créer cette demande, créer cette awareness vis-à-vis de cette offre sur le marché. Okay. Très clair, donc c'est vraiment une proposition de valeur bien spécifique. Oui. Et on comprend le succès. Aïda, ClearPay. Alors, on a beaucoup de partenaires qui sont des payment tech, mais ClearPay, c'est un petit peu plus qu'une payment ou qu'une fintech. Vous avez une application de shopping qui drive du trafic. Comment ça fonctionne? Exactement. En fait, nous, on répond à deux besoins client final, que sont, le premier, c'est je veux avoir, et je reprends tes termes, Georges, un parcours client le plus fluide, le plus simple possible, et notamment chez les jeunes générations qui sont de plus en plus habituées à avoir un parcours vraiment sans couture. Et le deuxième besoin, qui est lié plus à de la sécurité, de la transparence sur ses dépenses, c'est je veux pouvoir gérer mes dépenses de manière sécurisée, transparente, autonome, sans être dépendant d'un institut bancaire ou de crédit. Moi, il y a un chiffre que j'aime bien, c'est 91% des jeunes ne veulent pas avoir affaire à une institution de crédit ou une institution bancaire. Donc, en combinant ces deux besoins, nous, on propose une solution finalement 2 en 1, qui est d'abord un parcours amélioré. Donc, on commence le parcours, comme tu disais, Michel, soit sur notre site clearpay.fr, soit sur notre application. On est renvoyé, on a toutes les boutiques partenaires, et on est renvoyé ensuite vers le site de nos partenaires. À la fin du parcours, cerise sur le gâteau, je peux payer en 3-4 fois de manière très simple, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir demander des données personnelles, des données bancaires. Le check-out se fait en une seule page, un seul clic. Donc l'un dans l'autre, c'est vraiment réinventer tout le parcours, apporter de la simplicité, de la sécurité, et aussi pour nos partenaires marchands, ce qu'on va venir proposer comme valeur,
c'est pas tant la méthode de paiement, même si évidemment elle est importante, que la génération de trafic supplémentaire et avec ça, l'amélioration de tous les métriques e-commerce. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on génère donc plus de 35 millions de leads chez nos partenaires, mais on va aussi améliorer la fréquence. Nos utilisateurs utilisent notre solution en moyenne 9 fois par an. Et on va aussi constater une amélioration du panier moyen, donc plus 35% d'amélioration du panier moyen, et l'amélioration de la conversion. Puisque naturellement, quand je fais partie de la communauté ClearPay, que je suis enrôlée, que je suis fidélisée, je vais aller jusqu'au bout de mon achat et on peut voir chez certains de nos partenaires un taux de conversion jusqu'à 7-8%. Effectivement, donc on va bien au-delà de la payment tech ou du checkout. On est sur un driver de trafic. C'est assez disruptif. On a trois finalement acteurs qui viennent un petit peu bouger les lignes et qui font une forme de gros hacking digital, parce qu'en tant que pure player, c'est votre média, vos outils de trafic. On voit aussi, et ça c'est quelque chose qu'on a observé beaucoup ces dernières années, des levées de fonds encore plus phénoménales qu'avant. Alors la question que j'aimerais vous poser à tous les trois, c'est les clés du succès des tech retailers, parce qu'on peut vous appeler tech retailer, finalement vous êtes à la fois une tech et un retailer. Comment est-ce que vous gérez votre hypercroissance ? Pierre, ces valorisations en milliards de dollars, hein, ça contraste un petit peu avec la taille que représente le marché peut-être aujourd'hui. Ça me rappelle les années 99-2000, la première bulle, mais ça c'est pour les anciens. Quelles sont vos stratégies de gros hacking ? Où se joue la bataille finalement de la croissance face aux autres pure players, vos concurrents ou d'autres ? Et vous en avez parlé tout à l'heure, il y en a 9 à peu près, dont certains qui sont très forts au UK, et notamment aussi un Turc qui est très très fort. Oui. Alors, je pense que la première chose à regarder, c'est un peu la taille du marché, de se dire, mais s'il y a autant de players qui s'intéressent à ce marché, quelle est la taille de ce marché ? Et on constate aujourd'hui effectivement que le taux de pénétration du e-commerce alimentaire, en fait, il est assez faible en France. On parle de 8 à 9%, alors que chez nos voisins, par exemple, outre-Manche, il est déjà autour des 14%, et on a des trajectoires de croissance qui parlent de 30 à 40% dans les dizaines d'années qui viennent. Donc effectivement, le marché potentiel, notamment sur ce secteur-là, est extrêmement fort. Ce qui justifie aussi qu'il y ait autant d'acteurs qui se lancent. Par contre, comment est-ce qu'on fait pour avoir une croissance qui soit pérenne et pouvoir durer ? Eh ben, c'est aussi lié à ces levées de fonds importantes. Il faut durer. Et pour durer, il faut durer avec une qualité de service qui, pour le client, reste la même dans le temps. Et ça, c'est extrêmement difficile de maintenir ce niveau d'expérience client. Et pour ça, il faut développer des moyens importants. Mais je prends un exemple extrêmement simple. Si vous voulez pouvoir livrer effectivement en moins de 10 minutes, eh ben vous devez avoir une force de livraison qui soit la vôtre, qui soit en CDI, qui soit des ambassadeurs de la marque et qui, dans le temps, permettent de garantir cette livraison. Idem, je prends l'exemple de nos magasins qu'on implémente en centre-ville. Si on prend des magasins trop petits, dans lesquels on ne peut pas héberger nos livreurs lorsqu'ils ne sont pas en course, et ben forcément, ils vont potentiellement être devant le magasin et être disruptifs, créer des frictions avec le voisinage ou les villes ou les quartiers dans lesquels on est implémenté. Et si ça se passe, il y a très forte chance pour que dans la durée, on ne puisse pas devenir une habitude et véritablement un nouveau mode de consommation. Donc ces moyens importants sont mis à profit du client au final pour maintenir cette expérience et faire en sorte que les parts de marché continuent à partir du retail pour aller vers ce nouveau mode de consommation on-demand qui vient vraiment apporter une flexibilité assez extraordinaire aux clients. Donc le gros hacking pourrait être la résultante, ou en tout cas se faire au travers de l'efficacité opérationnelle de l'exécution. Là, on parle vraiment de l'exécution et de la précision presque millimétrique de cette exécution. Exactement. Pour moi, c'est vraiment la clé, c'est pouvoir avoir un niveau d'exécution qui reste exceptionnel pour le client et dans le temps. Il ne faut pas qu'il y ait de dégradation si on veut que ce marché se développe. Alors, Georges, 1,5 milliard de run rates en 3 ans, c'est ça, hein ? C'est le bon chiffre. Est-ce que vous étiez prêt à ce succès ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels ont été les facteurs clés d'un tel succès et comment vous avez réussi à maintenir le cap, justement, en maintenant la qualité de service ? Donc, quand on commence un business, on est toujours ambitieux, on croit, on est optimiste, sinon on ne fait rien. Mais on ne peut jamais s'attendre à un succès pareil. On veut bien y croire. Mais c'est clair que le succès dépasse un peu nos attentes.
Mais clairement, le succès est basé sur la qualité, quoi. Donc ça, c'est vraiment la fondation de notre business, c'est le fait que les consommateurs, ils viennent, ils sont rassurés dans leurs décisions d'achat, ils savent qu'ils vont acheter des produits de qualité, si jamais ils ont des problèmes, ils ont des garanties, ils ont des droits de rétractation conséquents, 30 jours, et ils sont accompagnés, ils ne sont pas abandonnés dans le vide, dans la nature, avec des produits qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental de ce qu'on fait. Pour nous, je veux dire, c'est absolument essentiel. En ce qui concerne un peu notre projection, qu'est-ce qu'on fait, comment on veut faire pour grandir et continuer notre développement, pour nous, c'est la diversification qui est essentielle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent sur Back Market pour les smartphones. Nous, on pense qu'il y a une opportunité importante aussi de permettre d'acheter d'autres produits, d'interagir avec ces mêmes consommateurs plus d'une fois tous les 18 mois, voir si jamais, lorsqu'ils sont en train de déménager, ils ont besoin du gros électroménager, petit électroménager, peu importe, qui trouvent leur bonheur chez Back Market. Ça, c'est absolument essentiel. Et surtout, c'est simplifier le processus d'achat sur Back Market. Donc, à la place de leur donner une multitude d'options desquelles ils doivent décider, leur donner juste les choix les plus cohérents par rapport à ce qu'ils recherchent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel aussi dans notre parcours client et dans notre logique sur notre plateforme. Donc, croissance avec des nouveaux produits, mais ça restera des produits électriques? Oui, parce que notre mission est de réduire les déchets électroniques à l'échelle mondiale. Donc, de ce fait-là, on est focalisé sur les produits électriques et électroniques. Ouais. Ok, alors on va parler organisation aussi hyper croissante. J'avais une question vraiment pour tous les trois. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette dimension growth hacking, donc capacité à aller très très vite dans la croissance, mais il faut la gérer. Et donc, il faut l'anticiper. Aïda, est-ce que une société internationale comme ClearPay, comment ça se passe, l'hypercroissance? Est-ce que vous gérez tout à un endroit? Est-ce que vous avez différents départements? C'est intéressant, la gouvernance et l'organisation que vous avez mis en place. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Oui, en fait, nous, on n'a pas vraiment eu le choix. C'est un peu dans notre ADN. C'est que la boîte s'est lancée en 2015, donc on n'est pas si vieux que ça, en Australie. Donc l'Australie étant, même si c'est un continent, un petit marché, somme toute, aujourd'hui, on fait plus de 20% des transactions e-commerce en Australie. Donc on est énorme là-bas. Mais très rapidement, les fondateurs ont souhaité s'internationaliser. Donc 2 ans après, ils sont arrivés aux US. Succès phénoménal aux US où aujourd'hui on a 70% de part de marché. Puis ensuite, troisième étape, l'Europe. Donc en fait, la réflexion sur comment j'organise les différents métiers, comment j'organise le national, le local, le global, mais aussi le régional, parce qu'on est dans des géographies finalement assez régionalisées entre l'Europe, les US, le Canada et puis l'Océanie. C'est fait au tout début et c'est quelque chose qui a permis en fait de structurer la suite. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire on lance des pays et puis bon on verra bien, on restructure, on réduit les équipes une fois que ça marche, la réflexion elle a été inverse, c'est de se dire il y a 3 fondamentaux qu'on va retrouver toujours en local chez ClearPay / Afterpay, parce que le groupe s'appelle Afterpay. C'est la relation avec les marchands, donc tous les métiers commerciaux, mais aussi intégration technique, service client, parce qu'on a des services clients locaux, sont en local. La relation avec le client final est en local aussi, également, donc marketing, service client. Et le troisième élément, c'est on va venir aussi avoir tout ce qui est expertise juridique, parce qu'on est dans un marché très réglementé, je pense par rapport à mes deux camarades, donc c'est beaucoup plus sensible. Et nous, on a vraiment à cœur, sur tous les marchés dans lesquels on opère, d'être réglementé, d'avoir l'accréditation de la Banque européenne, de la CPR, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, on retrouve à chaque fois ces 3 métiers-là en local. Et après, on a une plateforme technique qui est mondiale, donc pour pouvoir scaler le plus rapidement possible. On a un produit qui est mondial. Après, on peut adapter les fonctionnalités. On peut, selon les marchés, activer ou pas les fonctionnalités. Mais il y a vraiment une roadmap globale. Ça, c'est très fort dans l'entreprise. La roadmap est globale. Les fonctionnalités sont les mêmes.
tout ce qui est politique de risque, etc. Tout ça, c'est identique. Oui, quand je dis technique, je simplifie au maximum. Mais vous n'avez pas la même roadmap partout. C'est-à-dire que vous me parliez des hubs. Oui. C'est intéressant cette notion de hub et justement d'intelligence organisationnelle où on positionne des hubs à droite à gauche. Exactement. Donc en fait, les hubs régionaux, il y en a un en Europe, un aux US et un en Australie, vont permettre d'adapter au marché local le socle commun. Donc pouvoir activer des fonctionnalités ou pas, pouvoir éventuellement en rajouter. Et sur notre modèle de risque, puisque bon, là aujourd'hui on parle de paiement plusieurs fois, ce qu'on voit, la face émergée de l'iceberg, c'est l'application, la page de checkout. Évidemment, nous, notre puissance technologique et ce qui fait aujourd'hui notre force d'un point de vue technique, c'est tout ce qui est caché, en tout cas aux yeux de tous, qui est l'algorithme de risque. C'est-à-dire quand un client achète via ClearPay, comment on s'assure sans trop lui demander de données sensibles, de données bancaires, sans être intrusif en étant sur un parcours client très simple, très fluide, que son profil n'est pas à risque, il ne va pas mettre à risque le marchand avec lequel on est partenaire. Et donc tous les algorithmes de risque qu'il y a derrière, donc c'est effectivement des algos qui ont été éprouvés depuis 6 ans sur plusieurs marchés, mais qui sont adaptés. Donc on a par exemple des experts paiement de chaque pays qui travaillent avec les équipes produits risque. Et ça au niveau régional. Très bien. Alors effectivement, organisation, il y a peut-être des leçons à retenir là pour les retailers qui sont dans la salle de voilà comment s'organiser de manière agile. Mais vous avez un modèle d'organisation qui est qui a été pensé en amont, qui a été étudié pour le développement. Donc on a anticipé le développement international. Une question pour vous trois sur ce même sujet justement, puisqu'on a beaucoup de retailers traditionnels ou de brick and mortar, de click and mortar dans la salle. Qu'est-ce qu'un pure player comme vous trois peut faire qu'un brick and mortar n'ose pas ou n'a pas la possibilité de faire? Pierre, peut-être. Alors, je pense qu'il y a une chose qui fait une grosse différence, c'est l'agilité. L'agilité, elle se fait à travers les outils, l'agilité à travers les équipes, l'agilité aussi à travers la capacité à imaginer de nouvelles solutions et les mettre en place extrêmement rapidement. Le fait de rassembler 3 métiers, par exemple, pour Gorillaz, sous l'enseigne Gorillaz, permet justement d'aller capturer les compétences dans chacun des 3 secteurs, à la fois la tech, à la fois le métier de retailer et en même temps le métier de logisticien, et d'avoir cette agilité permanente pour ouvrir rapidement, bien comprendre ce que souhaite le client et être capable d'adapter aussi son offre en permanence. Et ça, c'est quelque chose qu'effectivement, on applique au quotidien. À la fois dans nos plans, par exemple, de croissance, on va vraiment chercher là où le service répond au mieux aux clients, mais aussi au quotidien. Et ça passe par des réflexes très simples. Par exemple, dans cette relation entre le client et Gorillaz, on a remarqué qu'effectivement, un énorme atout de fidélisation était notamment la capacité à personnaliser la commande. Aujourd'hui, quand vous recevez une commande Gorillaz, vous avez, quand vous êtes nouveau client, 110% de chance de trouver un petit mot écrit par le responsable du magasin qui vous adresse ses meilleurs vœux pour votre première commande et vous remercie d'avoir commandé. Je l'ai eu même à la deuxième. Tu l'as eu pour la deuxième aussi? Donc, et ça vous montre, et ces petits détails qui sont liés aussi à l'agilité et à cette rapidité, enfin pas cette rapidité, mais cette authenticité aussi, cette proximité avec le client, fait qu'aujourd'hui, non seulement on répond à un besoin, mais on le fait avec une manière beaucoup plus personnalisée que ce que le retail classique propose aujourd'hui à ses clients. Qui est peut-être trop standardisé? Qui est potentiellement devenu trop standardisé, et des modes de consommation qui ont évolué en fait depuis beaucoup plus longtemps que Gorillaz maintenant. Il y a 5-7 ans, on pouvait déjà commander des plats préparés et se faire livrer en une demi-heure. Et on peut se dire, mais pourquoi pas le plein de courses? Pourquoi est-ce que je suis encore obligé de consacrer 1h30 par semaine alors que je me fais déjà livrer mes plats préparés en l'espace d'une demi-heure? Donc, on est venu pendant la crise, mais je pense que c'est vraiment ce mot agilité, je pense, qui permet de révolutionner ce marché aujourd'hui. D'autres choses, Georges, Aïda, sur justement ce que vous pouvez faire, vous avez la capacité de faire, à part lever des milliards, que les retailers traditionnels ne peuvent pas faire? Effectivement, l'agilité, la notion de risque aussi, de test, parce que risque c'est peut-être un peu connoté péjorativement, c'est le fait de pouvoir tester. Je parlais justement d'adapter le produit. Nous, on n'a aucun problème si on voit que nos maîtrises ne sont pas satisfaisantes. On lance une étude client, consommateur, on a les résultats et on lance un A/B test et on adapte comme ça en fait. Et je pense que
ce recul-là, de se dire au final, d'une part, je ne perds pas grand-chose, d'autre part, quand je prends une décision qui est fondée sur des datas et des datas clients, enfin, on ne parle pas de choses complètement folles, je prends au final pas beaucoup de risques et j'ai tout à gagner à tester, à aller très vite dans la décision. Et puis, bon, ben, j'ai fait mon test, si je ne suis pas satisfait, je peux toujours revenir en arrière. Vous êtes agiles, tous, et vous êtes data-driven, tous aussi. Voilà, peut-être deux points clés qui vous différencient du traditionnel. Alors, on va parler des brick and mortar aussi, parce que même si vous êtes des pure players, vous avez des liaisons que certains pourront qualifier de dangereuses, d'autres win-win, avec les pure players. Comment est-ce que vous fonctionnez avec les retailers traditionnels et les marques ? Pierre, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une annonce de partenariat entre des tech et des retailers et des retail tech. Vous venez d'annoncer un partenariat majeur en France. Comment ça marche ? Qui fait quoi ? Alors, la particularité de l'offre de Gorillas, qui est disponible sur notre application, on a à peu près, je le disais, entre 2000 et 2500 références produits. Il y a à peu près 40% qui provient de marques locales ou de commerçants de proximité. On travaille aujourd'hui avec plus de 20 boulangers de quartier qui livrent 2 fois par jour nos magasins. Mais on a aussi effectivement une offre de produits nationaux que l'on source auprès de grossistes ou effectivement de centrales d'achat. Il se trouve que depuis notre installation en France, depuis le début du mois d'avril, on travaillait de façon très proche avec une des enseignes du groupe Casino, qui est Franprix, avec laquelle effectivement on a construit des relations solides, et on s'est rendu compte qu'au final, le groupe Casino, notamment en centre-ville, détient la majorité des parts de marché, et que aussi certaines de leurs MDD sont extrêmement plébiscitées pour la qualité de leurs produits. Et de l'autre côté, ils se sont rendus compte qu'effectivement Gorillas avait vraiment un avantage par rapport à la concurrence. On est leader du marché français, on est leader du marché européen, mais parce qu'on a vraiment cette capacité, cette connaissance à livrer dans des conditions extrêmement rapides, mais avec beaucoup de fiabilité et de proximité avec nos clients. Et donc, ça nous est apparu quasiment évident de nouer un partenariat pour faire fructifier vraiment les deux parties. Ce partenariat, il se matérialise sur 2 points. Le premier, effectivement, le groupe Casino, via Monoprix, nous donne accès à ses catalogues produits, mais aussi à sa MDD, donc qui sera présente pour les clients Gorillas sur l'application, et ça va se mettre en place dans les semaines qui viennent. Et le deuxième, c'est aussi Gorillas va permettre au groupe Casino de bénéficier de toute l'expertise qu'on a dans cette préparation de commandes et cette logistique du dernier kilomètre, puisque nous allons opérer, pour les zones dans lesquelles nous sommes présentes, les commandes Quick Commerce passées par les clients Monoprix sur l'app Monop et sur l'app Franprix. C'est un mode opératoire qui va se mettre en place dans le début de l'année prochaine, mais qui va vraiment permettre aux deux, à la fois Gorillas et le groupe Casino, de bénéficier de l'expertise, leur expertise réciproque. Et vos riders, ce sera des riders Gorillas ou Casino ? Ce sont des riders Gorillas, et c'est ça qu'aussi vient chercher Casino. Je pense que c'est vraiment l'authenticité et la qualité de la livraison. Je pense que le groupe Casino, et notamment à travers Monoprix, accorde énormément d'importance à la perception de la qualité à travers leur MDD, et ils viennent aussi chercher cette qualité dans la livraison et cette relation extrêmement particulière qu'on noue avec nos clients. Très bien. Alors, un partenariat Casino Gorillas. Georges, il y a aussi des partenariats dans l'air côté back market avec des grands retailers. Tout à fait. Donc, pour nous, les partenariats sont un axe stratégique de développement de notre business. Pour nous, les priorités pour nos partenariats sont basées sur optimiser, améliorer toujours l'expérience cliente, sécuriser un maximum de stock de qualité, d'accord, et contribuer à diversifier les produits qu'on propose sur la plateforme, et finalement aussi familiariser au maximum les consommateurs et l'écosystème au sens large de la circularité et des bienfaits de consommer reconditionné. Donc pour nous, on est très fiers d'avoir annoncé la semaine dernière un partenariat stratégique avec Carrefour en France autour de la reprise en magasin. Donc pour nous, un élément extrêmement important de Back Market, j'ai beaucoup parlé du fait qu'on est un site de vente, de marketplace, de vente de produits électriques reconditionnés sur la plateforme, mais aussi on a une activité de reprise, notamment dans le domaine des smartphones et d'autres catégories, qui est assez conséquente. Et pour l'instant, toute cette reprise, ce parcours client de reprise était
online. Et nous, on cherchait un partenaire pour le faire en magasin. Et pour nous, le partenaire logique pour le faire, avec qui le faire, c'est Carrefour, qui a des ambitions d'innovation, de changement importants et qui porte certains mêmes objectifs que nous. Donc, on a lancé des discussions avec eux. Très simplement, donc, le partenariat est donc pour permettre aux consommateurs, lorsqu'ils vont dans un magasin Carrefour, de vendre les smartphones qui sont dans leur placard, dans leur tiroir, pour réduire le coût de leurs dépenses en magasin chez Carrefour. Donc, via une borne de reprise. Donc, c'est un partenariat tripartite entre Back Market, Carrefour et le prestataire qui gère, fabrique et opère les bornes, qui s'appelle EcoATM. Donc, EcoATM, c'est quoi? C'est comme des ATM machines? Voilà, c'est certainement comme un ATM, mais qui permet aux consommateurs, dans l'espace de 2-3 minutes, d'évaluer le prix de reprise de son smartphone et puis, in fine, de le vendre en échange, dans ce cas-ci, d'un bon d'achat, d'accord, utilisable dans les magasins Carrefour. Donc, l'avantage pour le consommateur, comme j'ai expliqué, c'est une manière de réduire ses dépenses en magasin. Pour Carrefour, c'est une manière d'attirer plus en plus de clients en magasin et différencier l'expérience client en magasin. Pour Back Market, c'est une opportunité de récupérer un maximum de ce stock, d'accord, de produits reconditionnés, développer une nouvelle filiale, un nouveau flux d'inventaire pour alimenter notre plateforme. Et pour le prestataire qui a donc EcoATM qui possède ces machines et qui les dessert, de essentiellement récupérer ces machines, ces smartphones et puis les vendre à profit sur notre plateforme. Et bien sûr, c'est la planète qui bénéficie aussi. C'est pour ça, je réfère toujours à ce deal. C'est un 5x win-win. Parce que là, oui, il y a aussi la planète qui... Le client, Carrefour, Back Market, EcoATM et la planète. C'est un deal parfait. Il n'y a pas de perdant. Voilà. Très bien. Alors, effectivement, c'est un exemple de partenariat qui illustre bien le fait que certains retailers se disent « je vais essayer de rattraper mon retard sur la transformation, sur l'innovation » et aller chercher justement des concepts comme ça qui vont être innovants et qui vont peut-être aider leur image d'innovation. Mais il y a aussi des partenariats, je dirais, de business pur. Et donc là, on est sur aussi le sujet de la RSE qu'on évoquait ce matin. Donc ça donne cette couleur-là aussi au deal. Aïda, vous fonctionnez la main dans la main avec les retailers. Mais en tant que boîte US, est-ce que vous avez des relations particulières? Parce que je voulais évoquer aussi les partenariats avec les GAFAM, qui sont toujours délicats, surtout quand on est en France. Comment ça se passe de votre côté Je te vois venir. Je vais d'abord répondre sur la question partenariat au sens large. Effectivement, nous, notre modèle est un peu différent parce qu'on est avant tout B2B. Enfin, on est B2B2C, mais on n'existe que par nos partenariats avec les marchands. Donc là-dessus, on a vraiment à cœur à la fois... Enfin, il y a deux choses qui nous distinguent, je pense, par rapport à nos concurrents. La première, c'est qu'on porte les coûts d'acquisition du client final, c'est-à-dire que quand on contractualise avec un partenaire marchand, on va venir mettre à sa disposition un budget de marketing, d'acquisition, de communication client sur une durée de 2 ans. Donc on a vraiment conscience qu'un produit technologique, je crois que c'est Laure de Miracle qui disait ça tout à l'heure, la technologie en soi ne suffit pas, n'est pas une garantie de succès, donc il faut vraiment qu'il y ait aussi l'acquisition, l'éducation, la communication vers les clients finaux. Le deuxième point qui nous distingue, c'est qu'on est toujours dans un lien de partenariat et de contractualisation avec nos clients, nos partenaires. Je m'explique. Aujourd'hui, on a un produit magasin, omnicanal, qui en soi fonctionne sans intégration technique. Puisque le client a son application, il génère une carte de type wallet, il passe en caisse, ça déclenche automatiquement le paiement 4 fois ou 3 fois.
On pourrait très bien se dire, en fait, finalement, on n'a pas besoin du partenaire. Le client peut aller sur place, puis nous, ça nous fait de la data, etc. Ça, on ne le fait jamais. On refuse de le faire, même si techniquement, ça serait possible et même si je pense que certains le font aussi. Donc, le partenariat, pour nous, c'est à la fois notre ADN, mais c'est aussi quelque chose qui est très important et pour nous. Et c'est encore une fois du win-win. Alors, nous, on n'est pas à 5, on n'est qu'à 2 dans ce win-win-là, ou à 3 avec le client final, mais c'est important. Sur la partie GAFAM, qui t'intéresse plus particulièrement, donc on peut le citer, puisque ça a été dans la presse. On est toujours sous le coup d'une acquisition par Square. Square est détenu par Jack Dorsey, donc le fondateur de Twitter. Mais Square ne fait absolument pas partie des GAFAM. Donc, pour te répondre, aujourd'hui, on n'a pas spécialement de lien avec les GAFAM, même si on est australien et américain d'adoption. Le sujet qui vient souvent, c'est le sujet avec les GAFAM, c'est justement cette notion de est-ce qu'on perd la main quand on est en local par rapport à notamment les données. C'est un petit peu la question que j'aimerais poser à tous les trois aussi. La data, elle appartient à qui dans ces partenariats? Vous gérez la relation client, le dernier kilomètre. Qui conserve la data client? C'est vous? C'est le partenaire? Même chose avec Carrefour. Peut-être il y a un moment où il y a une data client qui transite. Donc, je vais répondre rapidement en premier. Aujourd'hui, c'est très clair que la data client, elle appartient à celui qui crée la relation avec le client. Aujourd'hui, nous, c'est un partenariat, par exemple, qui est retail et sur la partie supply chain. Ce n'est pas un partenariat sur la partie data. Après ça, effectivement, on a vocation aussi, pour que nos clients restent fidèles, il faut aussi garantir aussi que la data ne part pas n'importe où. Et très honnêtement, effectivement, je pense que notre croissance, elle est basée sur notre capacité à grossir le volume de commandes, à faire grossir effectivement ces clients qu'on va aller chercher au fur et à mesure de notre croissance. Et aujourd'hui, il y a un océan bleu devant nous. On a une conquête de marché à aller chercher pour installer ce nouveau mode de consommation. Et effectivement, la data ne fait pas encore partie j'ai envie de dire, du nerf de la guerre. Pour l'instant, nous, c'est s'installer en France, grossir, rester leader au niveau effectivement européen et pouvoir maintenir ce service pour vraiment changer le mode de consommation. Ok. Georges, un commentaire sur peut-être la capture de données clients, un client qui va reconditionner son téléphone, qui va le vendre dans un magasin Carrefour, il donne une data que vous exploitez derrière, vous la partagez, comment ça se passe? Donc, premièrement, ils vendent dans une borne, dans un magasin oui. Carrefour. Oui. Donc, pour nous, le focus, c'est pas encore vraiment là. Donc, nous, le focus, c'est s'assurer qu'il y a un maximum de personnes qui utilisent les bornes, d'accord, et qui convertissent et qui finalement vendent leur téléphone via ce biais. Ça, c'est vraiment le focus aujourd'hui. On est sur un partenariat innovant, une approche assez unique en ce moment. Donc, on est en train de prouver le concept, faire en sorte que ça fonctionne, que c'est bien rodé, avant de s'intéresser de manière très détaillée à la data qui, bien sûr, à terme, pourrait être importante pour notre business et les business des trois parties concernées. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas le focus aujourd'hui, c'est à s'assurer qu'un maximum de personnes utilisent ces bornes et que tout le monde en profite. Du coup, je vais être un peu une voix dissonante. Nous, la data, on la met au service du partenaire marchand, puisqu'il a accès à un portail, donc à un back-office marchand, dans lequel il va pouvoir voir donc, les transactions qui ont été faites via ClearPay. C'est très bien fait, très intuitif, et donc ça lui sert aussi à lui d'outil d'analyse du comportement d'achat de ses clients, de savoir combien de pourcentage de ses clients utilisent ClearPay. Et ça évidemment cloisonne pour chaque marchand, mais c'est quelque chose qui est assez plébiscité et que les partenaires aiment beaucoup. Très bien. Alors, notre table ronde avait comme objet comment aller plus loin. Et une question que j'aimerais vous poser aussi à tous les trois, c'est qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme technique, comme tactique pour accélérer votre business e-commerce ou vos activités qui pourrait peut-être inspirer
les retailers traditionnels. Et là encore, on est sur justement cette gestion de la croissance, ce gros hacking. Comment est-ce qu'on peut aller d'un taux de transfo actuellement de, je sais pas, de 2,5-3 en moyenne à des taux comparables à ceux de Prime. Voilà. Est-ce que vous avez des notions ou des idées ou des recommandations sur ce que vous voyez arriver comme levier de croissance pour le e-commerce? Peut-être Aïda? Non, mais je rebondis sur ce que disait Pierre. Je pense qu'effectivement, c'est l'excellence de l'exécution, donc l'excellence opérationnelle, même si c'est devenu un mot un peu galvaudé. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur le fait de tester, d'être proche de ses clients finaux. Et pour moi, la data client, c'est pas tant engranger des milliards de chiffres que d'avoir les bons métriques, de pouvoir les suivre de manière régulière, de manière simple, et qu'il y ait des actions derrière. Donc c'est vraiment c'est plus de l'ordre du culturel finalement que du technologique, même si la technologie est au service, doit être au service de cette pensée, de cette stratégie. D'autres commentaires? Oui, moi j'ajouterais un point quand même qui est extrêmement important. Je pense que on l'a vu sur les dernières années, il y a à la fois une transparence de plus en plus forcée, ça veut dire que le client a accès à de plus en plus d'informations concernant les sociétés auxquelles il consomme. Et deuxièmement, effectivement, il est de plus en plus exigeant vis-à-vis de la chaîne de valeur qu'il y a derrière cette société qui consomme. Et aujourd'hui, je pense que ce client, ce néo-client, comme on entend souvent parler, effectivement, il a un achat qui est presque militant. Et aujourd'hui, je pense qu'une société, quelle qu'elle soit, qu'on soit dans le domaine du commerce ou le domaine du retail classique, elle a presque un devoir de transparence, un devoir de sincérité vis-à-vis de son client. Et si cette promesse aujourd'hui, elle n'est pas répondue, que ce soit à travers son mode de sourcing, à travers sa relation avec son client, à travers la façon dont il stocke, il prépare, il cuisine, il vend ou il envoie à travers le monde, je pense que c'est extrêmement compliqué, de résister face aux besoins, mais deux, face à une concurrence qui quand même met un accent extrêmement fort là-dessus. Et effectivement, qu'on soit e-tailer, qu'on soit retailer, le principal, c'est de toujours avoir un souci de la relation client et de l'expérience qui soit extraordinaire. L'avantage, effectivement, du e-commerce, c'est que ça permet de donner plus de transparence, d'être encore plus proche du client. Maintenant, effectivement, il faut pouvoir le faire dans le temps. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'objectif, c'est pas faire un effet d'esbrouf et faire un feu de paille qui dure 1 an, notamment sur cette consommation à la demande et le quick commerce qu'on développe. L'objectif, c'est de durer dans le temps, installer ces habitudes de consommation dans la durée, faire en sorte que chacun d'entre vous, dans quelques mois ou dans quelques années, je l'espère, vous ayez aussi cette habitude de consommer de façon plus responsable parce que vous n'achetez que ce dont vous avez besoin. Et pour nous, de vous permettre aussi de sauver du temps. Mais pour ça, effectivement, il faut le faire avec transparence, il faut le faire de façon juste, notamment vis-à-vis des livreurs et des personnes qui constituent la société derrière l'écran. Alors justement, vous voulez commander, Georges? Oui, moi j'allais juste dire, de notre côté, je veux dire, il y a 7 ans, il n'y avait pas vraiment de solution équivalente à Back Market. Donc pour nous, vraiment, notre conseil, c'est vraiment de prendre des risques. Prenez des risques, faites l'innovation au cœur de votre business. Et si besoin, regardez, utilisez les partenariats comme un moyen d'injecter cette innovation, ces nouvelles idées au sein de votre entreprise, de votre groupe, et pour essayer d'accélérer le changement. Mais pour nous, il faut vraiment essayer d'innover, créer des nouvelles propositions de valeur pour le consommateur et pas juste essayer de répliquer des modèles, des schémas rodés qui fonctionnent pas tellement. Alors investir dans l'innovation, c'est un très bon point parce que c'est vrai que si on prend le modèle d'Amazon, qui est quand même le leader mondial du e-commerce, il faut savoir qu'Amazon a réinvesti plus de 12% de son chiffre d'affaires dans l'innovation. Donc voilà un chiffre qui pourrait faire réfléchir beaucoup. Et combien est-ce que vous investissez, vous, retailers, dans l'innovation? Est-ce que c'est 12? Est-ce que c'est moins? C'est sûrement moins. On va conclure avec une question sur votre vision du futur de l'e-commerce. Et je reviens vers toi, Pierre. Le tout de suite, est-ce que c'est ça l'avenir du e-commerce? On dit que l'humain aussi revient au cœur. Et vous remplacez les caissières par des riders. Est-ce que c'est l'avenir de la distribution? Est-ce que finalement, le dernier kilomètre va devenir le nouveau commerce? Alors, moi, ma vision, elle consiste à dire
n'y a pas de raison aujourd'hui dans un monde aussi technologique, dans un monde dans lequel on a développé des process et des outils aussi performants, que nous, humains, soyons encore contraints par des logiques opérationnelles ou des logiques d'organisation. Et effectivement, on doit mettre à profit ces technologies, on doit mettre à profit ces dizaines d'années d'expérience, notamment maintenant dans le e-commerce, pour pouvoir apporter une expérience qui soit toujours plus fluide, toujours plus responsable, mais aussi qui permette de rendre du temps aux gens. Donc nous, c'est la mission qu'on s'est fixée chez Gorillaz. Et quand je vois l'accélération qu'on voit depuis notre lancement, notamment en France, où on était très décrié depuis nos lancements. Aujourd'hui, on a gagné en crédibilité, mais on a surtout gagné des centaines de milliers de clients qui, tous les jours, nous font confiance et plébiscitent nos services. Donc, je pense qu'effectivement, cette transition, elle est encore, pour le quick commerce en tout cas, juste au départ. Les quelques 8 à 9% de consommation alimentaire via Internet, à mon avis, vont être au moins multipliés par 5 ou 6 pour être très provocateurs dans les 20 années qui viennent, je pense. On en reparlera, ce sera dans très longtemps, mais je pense vraiment qu'on est au tout début d'une mutation qui va encore s'accélérer extrêmement fortement. Ok. Sur l'alimentaire, on va écouter Michel-Édouard Leclerc tout à l'heure nous donner sa vision à lui, sa version. Georges, on parle beaucoup de retail durable, on en a beaucoup parlé ce matin et c'était passionnant. Back Market, clairement, participe à ce mouvement de fond. Ça fait des émules dans le retail traditionnel. Est-ce que se reconditionner, cette seconde main, c'est à ses débuts? Est-ce que c'est ça l'avenir du commerce aussi? Est-ce que le e-commerce peut être le e-commerce peuvent être durables? Clairement, je pense qu'on est au début. Comme on dit en anglais, we haven't scratched the surface. On est vraiment... aujourd'hui, pour quantifier les choses, on valorise le marché, la valeur totale des transactions de produits d'occasion dans le domaine électrique, électronique, à peu près à 75 milliards. D'accord ? Aujourd'hui, la valeur totale des transactions dans le neuf, c'est 1,3 000 milliards. 1,3 trillion. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est ça? 1,3 000 milliards? D'accord. Trilliards? Billions, trillions. D'accord. C'est bon, ok. Et donc, voilà, exactement. C'est un marché colossal. Si nous on regarde, on utilise comme proxy le marché de l'automobile. Aujourd'hui, 70% des transactions dans le domaine de l'automobile sont d'occasion. Mais probablement encore plus maintenant avec la situation de pénurie. Donc, par comparaison, les produits électriques représentent seulement 6% de transactions dans le domaine non neuf. Donc, on pense qu'il y a une marge énorme de progression. Et ça va être c'est plusieurs éléments. Bien sûr, il y a une question des valeurs écologiques des consommateurs qui exigent de plus en plus que les marques s'alignent à leurs valeurs. D'accord ? Et puis après, de plus en plus, des acteurs qui voient en quoi le fait de vendre ces produits direct aux consommateurs a un intérêt stratégique pour eux, que ce soit d'un point de vue financier ou que ce soit d'un point de vue acquisition client vis-à-vis de leurs compétiteurs. Ok, alors ça, une vision très, très optimiste du futur et axée RSE. Parce que en tout cas, nous, on pense que c'est essentiel, c'est quasiment existentiel. On doit créer un univers dans lequel le reconditionné est un rôle majeur dans la consommation de tous les jours des consommateurs. Ouais. Aïda, pour le mot de la fin. Alors, quand on a échangé, tu m'as avoué que tu avais fait tes premières armes chez Carrefour. Exactement. Et à une époque où le retail français se posait la question même de vendre en ligne. Donc, on n'y était pas du tout. Ils voyaient le web comme un ennemi. J'ai connu ça aussi. Comment est-ce que tu vois l'avenir, justement ? Exactement, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc je ne suis pas si vieille que ça, mais il y a encore 4-5 ans, les débats étaient est-ce qu'on lance un site commerçant ou pas? À l'époque, les sites, c'était pour donner le magasin le plus proche, parler de l'entreprise, etc. Donc on a fait un bond énorme.
en avant. Le mot de la fin pour moi, c'est vraiment de revenir, tu parlais de l'innovation, du budget d'Amazon. Pour moi, ça passe avant tout par quelque chose de très basique et qui finalement est au cœur de la grande distribution et du retail de manière générale, c'est de revenir aux clients, en fait, aux besoins clients, remettre le client au centre. Et ça passe par des choses simples. Donc, il n'y a pas besoin, à mon avis, de 12 milliards de budget d'innovation. Ça passe par j'ai des datas sur le client. Donc, on revient à notre point précédent de quelle métrique je suis, à quelle fréquence je le suis. Et du coup, j'en profite pour rendre hommage à Carrefour qui a fait un énorme travail là-dessus avec toute la partie NPS. Donc, j'objective un peu ma réflexion. Je lance des innovations qui sont en lien et qui ont un sens parce qu'elles répondent à un besoin. Je ne le fais pas parce que c'est dans l'air du temps ou parce que c'est sympa de le faire. Et quand je ne peux pas le faire parce que j'ai une barrière technique, parce que je n'ai pas la ressource, parce que ça me prendrait trop de temps, que ça me prendrait trop d'argent, comme le disait Georges, avoir peut-être l'humilité de faire appel à un partenaire qui, lui, sait le faire, dont c'est le métier, et en délimitant les contours du partenariat. Ça ne veut pas dire qu'on va l'absorber ou à l'inverse, qu'il va totalement prendre nos données. Merci beaucoup. Merci à tous les trois, on peut les applaudir. Merci à vous.